Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Chers auditeurs et auditrices, je fais exprès parce que je vois mon co-animateur Guy Barrette qui sourit, qui est comme surpris. Je suis déstabilisé, Mario. Oui, hein? Ben, bienvenue Guy. Hey, salut. Ça va bien? Oui, très bien, toi-même. Oui, puis merci à nos auditeurs qui nous écoutent. Mois après mois, ça fait 12 ans qu'on fait ça, donc je sais pas s'il y en a qui nous suivent depuis 12 ans, mais Ben, les stats le disent. Oui. En fait, depuis 12 ans, peut-être pas. Ouais. On sait que les gens, ça change, hein? Ouais. Donc, mais peut-être qu'il y en a un depuis le début qui les a tous écoutés. My God! Ça prend du courage faire ça. Mais nous, on a fait tous les enregistrements, donc mois après mois, et à tous les mois, c'est un grand plaisir. Parce qu'à tous les mois, tu sais, il y a quelqu'un dernièrement qui me posait la question, tu fais un podcast? Puis là, les podcasts, ça redevient à la mode. Je sais pas, Guy, sont en anglais, c'est un mot, mais tu sais, c'est comme il y a comme une résurrection du podcast avec même les grands, tu sais, maintenant, New York Times, tous ces gens-là veulent même embarquer dans l'industrie du podcast. Okay. Puis il y a quelqu'un qui me posait la question, mais pourquoi tu fais un podcast? Puis je dis, la raison principale, c'est toujours en rencontre, c'est-à-dire, c'est pour la rencontre. On fait pas, j'enregistrerai pas un podcast au téléphone. Via Skype. J'aime ça, me rencontrer la personne, puis notre invité aujourd'hui, j'ai la chance de le rencontrer souvent, donc je pourrais pas dire aujourd'hui que c'est forcément parce que c'est notre invité, c'est Laurent Duveau, qui demeure à Montréal et qui est fortement impliqué dans la communauté Microsoft, donc on le rencontre souvent, Laurent, puis c'est pas la première fois que tu fais un podcast avec nous. Oui, bonjour à tous. Ben alors le podcast a 12 ans et moi finalement je l'écoute depuis 10 ans. Ouais. Et depuis la France, d'ailleurs j'étais auditeur en France à l'époque, en 2006. Ça s'appelait le blabla.net. Et d'ailleurs c'est très lié puisqu'à mon arrivée à Montréal en 2006, la même année, première chose que j'ai fait c'était de me rapprocher de ceux que j'écoutais, donc ici présent Mario et Guy, de voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait à Montréal. Envoyé un courriel à l'époque. Parce que j'avais écouté donc le blabla.net en 2006. Quel mauvais nom. Ah ben. Écoute, la vie n'est faite que d'essais et d'erreurs. Puis, mais ça a ça l'avantage. On peut se dire avec un nom comme ça, on se prenait pas au sérieux. Puis au début là, je veux pas dire qu'on est bon maintenant. Je pense qu'on est encore amateur, mais on était vraiment pire. Il devait y avoir quand même un bel. Quels sont les stats en 2010 ans avant et maintenant? Est-ce que ça a doublé, triplé le nombre d'auditeurs? Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas toujours eu la même plateforme. Parce qu'au début, on hébergeait nous-mêmes. De la même façon que la technologie en 2004, c'était compliqué. Juste les frais d'hébergement pour mettre un podcast en ligne, on compressait au maximum. Donc, si vous retournez en 2004, vous allez voir que la qualité audio est pas la même qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il fallait payer de notre poche pour mettre en ligne un podcast, mais on y croyait puis on aimait expérimenter. Donc les stats qu'on a à cette époque-là sont, tu sais, les chiffres que ça me donnait quand je regardais, ça me donnait à peu près comme 700-800. Puis entre-temps, on a changé à 2-3 fois. Maintenant, on est rendu sur une plateforme Libsyn, pour pas la nommer, qui nous donne aussi des stats et tout. Puis on se fait à ce qu'ils nous disent. Donc, il arrive des shows, ils disent 2000 quelques téléchargements. Puis le mois après, ils peuvent nous arriver en disant il y a eu 300 téléchargements. Donc, même moi puis Guy, à un moment donné, on dit comment ils font leur calcul, sur quoi ils se basent. Est-ce que tous les podcasts sont présents sur la nouvelle plateforme? Est-ce que vous avez tout hiérarchisé? On a tout réamené. Donc, il y a tout l'historique. Des fois, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que là, je doute qu'il y a des podcasts qui datent de 2004 que les gens vont chercher, mais souvent le profil, moi j'avais remarqué à un moment donné, le profil de l'auditeur typique, c'est il découvrait notre podcast et là, il allait chercher jusqu'à quelques années en arrière tous les podcasts qui pouvaient l'intéresser. Donc, je pouvais voir que pour la même adresse IP, dans les 2-3 jours, boum, la personne téléchargeait 15-20 podcasts puis remplissait son téléphone. C'est ça pour dire qu'on veut remercier nos auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent à tous les mois. Puis, je t'ai introduit brièvement, Laurent. Aujourd'hui, on veut parler de la conférence Angular, mais aussi d'Angular 2.
Oui, La c'est lié. La deuxième génération d'Angular. Mais avant, je pense qu'on a quelque chose oui. de spécial. C'est le mois de mai. Et dans moins de 90 jours, même dans moins de 60 jours, c'est la conférence DevTeach. La première semaine de juillet 2016. À Montréal. Et les organisateurs de cette conférence nous ont gracieusement offert 2 entrées gratuites que nous avons décidé de faire tirer parce que ça donne qu'on est tous conférenciers, donc on a déjà une entrée gratuite, donc pourquoi pas en faire partager nos auditeurs. Donc on a décidé de faire tirer ces 2 entrées gratuites-là, et on a annoncé depuis maintenant quelques mois, envoyez-nous par email, on a reçu des gens qui sont Écoute, il y a inscrits. une boîte, là, C'est incroyable. gros, C'est gros, là, c'est incroyable. Non, on fait des blagues. Écoute, si on a 2000 auditeurs, c'est sûr que c'est pas 2000 personnes qui nous ont écrit. Donc, les probabilités que vous gagnez, là, si vous avez envoyé un courriel dans les dernières semaines, les probabilités que vous gagnez sont assez élevées parce que on n'a pas comme... on n'a pas 1000 personnes. On va rappeler qu'est-ce qu'on fait tirer. C'est juste l'entrée. OK, donc, ça comprend pas le transport. Donc, si vous gagnez... Pas d'hôtel. Si vous êtes de l'extérieur de Montréal, il faut vous débrouiller pour venir à Montréal. Donc, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de transport, c'est juste le ticket d'entrée. Qui vaut quand même 700-800 $. Ouais. Les prix changent d'ailleurs. Si ça vous intéresse, tardez pas parce qu'à tous les mois, le prix devient de plus en plus élevé. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre invité, donc à Laurent, de tirer 2 noms parmi les... donc j'ai mon petit sac ici avec les petits billets. De ce que je vois, chacun a quand même pas mal sa chance parce qu'il y a pas 500 tickets là-dedans. Non, il n'y en a pas 500. Il y en a 499. J'en tire un premier. Ouais. T'en tires un deuxième. Le ça. premier gagnant est... Est-ce que je dis le nom? Oui. Ah, bah alors ça, c'est un nom qui m'est vraiment familier, puis à vous aussi. Comment ça? Éric Moreau. Pas vrai. Pas vrai. Monsieur Éric Moreau. Hey. Est-ce que Éric n'est pas déjà dans la liste des présentateurs? Il faudra lui demander. Non. Non? écoute. Là. En tout cas, c'était du vrai hasard. J'ai tiré Parce que, vraiment au hasard. effectivement, quand j'ai reçu son courriel, j'avais vérifié, je dis, Eric, je dis, t'es pas présentateur? Ah, ben alors il a... Puis il m'avait dit non. Ah ouais. Alright. Bon. Éric Il a Moreau, fait félicitations. C'est bizarre. J'ai essayé d'en trouver un que je connais pas. Sinon... Alors, le deuxième gagnant, son nom, excusez si j'écorche le nom, Maher Gendoubi. Maher, M-A-H-E-R. Félicitations, mère. Donc, félicitations Maher et félicitations à Monsieur Moreau. Éric Moreau. Ça donne qu'on connaît. Donc, la formule d'émission, Laurent, tu la connais bien. On commence toujours par faut brosser le portrait de notre invité pour permettre à nos auditeurs de te connaître un peu mieux. Et ensuite, on parle du sujet. Donc, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu vis maintenant à Montréal, mais tu n'es pas né au Canada. Effectivement. Tu es né dans le sud de la France. Je suis originaire de France, c'est ça. Je suis né exactement à Paris, mais j'y suis resté que pour 1 an. Donc assez rapidement, j'ai vécu et j'ai fait mes études et j'ai grandi à Toulouse. Donc à l'extrémité sud de la France par rapport à Paris. Mm-hmm. Et donc en 2006, j'ai émigré avec ma blonde à Montréal. Puis, comme tu l'expliquais, à l'époque, tu avais découvert notre podcast. Tu t'intéressais d'ailleurs comment immigrer au Québec. Puis, je pense que c'était quand même quelque chose que ça vous avez préparé ça pendant presque 1 an, 2 ans avant de vraiment. On est venu avec un visa on voulait un visa qui nous permettait de nous installer et travailler, contrairement à des visas qu'on peut obtenir très rapidement, qui s'appellent des visas permis vacances-travail, qu'on peut obtenir en 15 jours, mais qui permettent juste de rester 1 an sur le territoire. Donc nous, on voulait arriver dans des conditions qui nous permettaient de rester, de travailler, etc. Donc c'est un visa qui prend environ 1 an à obtenir, plein de dossiers, etc. Ça, c'est assez long. Donc effectivement, c'est toute une préparation. Et côté professionnel, moi, ma préparation, c'était de me rapprocher un petit peu avec le monde, que l'équivalent de ce que je connaissais en France, donc à Montréal. Et le premier lien avec ce monde-là, donc pour moi, c'est tout ce qui tourne autour des technologies Microsoft. Le premier lien, ça a été donc le blabla.net. Et en écoutant le podcast, ça me donnait un petit peu un lien de ce qui se faisait, les gens aussi, les présentateurs et les sujets. Aussi avec l'accent québécois. Oui, tout à fait, en passant. Puis il y avait d'ailleurs une conférence, il y avait un podcast sur la conférence DevTeach, donc là, ça me permettait d'entendre beaucoup de monde et vraiment les sujets qui étaient tendance. Donc ça, c'était mon premier lien côté professionnel avec le Montréal. Et encore une fois, c'est pour ça que la première chose que j'ai fait en arrivant à Montréal, en 2006, c'était de m'adresser à Guy et Mario. Puis tu es venu souvent,
t'es venu pas juste aux rencontres, tu t'es même impliqué dans la communauté. Il y avait la communauté, ça a été très bien parce que j'avais pas de communauté là où j'étais à Toulouse. Hein. Donc c'était vraiment, Non, il y avait, c'est plus il y en avait, ligne, hein. je pense qu'il y en a beaucoup plus maintenant, notamment à Paris, mais à l'époque, en tout cas, à Toulouse, il y avait pas vraiment de communauté. Donc il y avait mon travail, mais en dehors du travail, il y avait pas du tout de rencontres pour tout ce qui est l'aspect social ou pseudo-professionnel. Donc j'ai beaucoup aimé ça en arrivant à Montréal, la communauté assez forte qu'il y avait autour de Microsoft et des technologies. Et donc je me suis impliqué pour être vraiment au milieu de tout ça. Puis quoi, donc quelques années après, à force de t'impliquer puis à partager ton savoir-faire, tu as reçu la reconnaissance MVP de Microsoft. Donc MVP veut dire Most Valuable Professional, donc les professionnels, comment traduire ça en français? Les plus valuables. Qui ont la meilleure valeur, qui ont la meilleure valeur ou Qui est arrivé assez vite d'ailleurs en fin 2006. Donc finalement, puisqu'on reçoit cette reconnaissance sur le travail des 1 an précédent, Ouais. dans mon cas, c'était 6 mois en France et 6 mois à Montréal. D'ailleurs, j'étais raccroché au bureau C'est vrai, Microsoft France tu publiais beaucoup en ligne aussi. Oui, non? c'est ça, elle est toujours en France, donc ils m'ont détaché, ils m'ont rapatrié finalement à Montréal, ce qui fait du sens. Mais ma reconnaissance MVP, c'était pas mal sur le travail que j'avais commencé en Europe et continué à Montréal. Beaucoup plus à Montréal d'ailleurs. À l'époque, c'était beaucoup lié, tu t'es toujours intéressé au web, mais c'était beaucoup lié à une technologie maintenant moribonde qui s'appelait Silverlight, mais qui semblait à l'époque avoir un futur, un brillant futur. Exactement, j'étais beaucoup dans le web, mais côté serveur avec ASP.NET avant même qu'il y ait Silverlight. Donc ASP.NET pour faire du web dynamique depuis le serveur. Et quand Silverlight est arrivé quelques temps après, je me suis intéressé beaucoup à ça. Ça ramenait ce qu'on appelait les applications RIA, Rich Internet Applications, des applications de la richesse d'un côté client dans le navigateur, mais c'était pas basé sur forcément du JavaScript. Ici, c'était une sorte de .NET côté client. Donc, c'est un aspect qui m'intéressait beaucoup. Non, je me souviens, tu étais un des experts à Montréal sur ça. Je me suis assez rapidement intéressé beaucoup à cette Silverlight. Puis comme souvent, quand on s'intéresse à une niche comme ça, finalement, côté business, ça amène aussi beaucoup de choses. J'avais créé une formation qui a très très bien marché. Effectivement, comme tu dis, la technologie a descendu aussi vite qu'elle est montée. Pour des raisons, d'ailleurs, pas forcément côté la qualité de la technologie ou de Microsoft, mais du raison que le marché est allé sur le web ouvert et sans plugin. Donc, Microsoft a décidé Le jour où Apple a décidé qu'il voulait pas supporter les plugins, ça n'est faut voir qu'à l'origine, Silverlight était pour être du client riche mais cross-platform, donc ils voulaient être présents partout, mais à l'époque là il n'y avait pas tout ce qu'on connaît maintenant côté Android et iPad et iPhone, et finalement chacun protège sa plateforme et les plugins ne sont pas utilisés sur Android ou sur iOS pour différentes raisons, donc c'est pas des technologies qui ont percé. Puis c'est ce qui arrive, le même sort qui arrive finalement à Flash, qui était encore plus utilisé que Silverlight, et ce qui arrive c'est que maintenant on va plus vraiment aller vers Flash pour faire quelque chose. C'est aussi des enjeux de sécurité là, qui faisaient que les gens voulaient pas supporter ce type de technologie-là. Donc je suis passé par tout ce qui est web server-side ASP.NET, puis beaucoup client-side Silverlight, et par la suite, je suis revenu à pas du .NET régulier, et actuellement, toujours dans le web, mais finalement avec ce qui se fait de mieux actuellement, c'est et ce qui reste, finalement, ce qui restera, je pense, pour toujours, c'est HTML et JavaScript. On en revient toujours à ça. Donc, j'ai fait une petite introspection. J'ai commencé il y a 20 ans. Mon premier, c'est pas une application web à l'époque, un site web avec, donc en 2005, avec du HTML3 et du VBScript d'ailleurs, qui était disponible comme JavaScript. Et je suis passé par toutes les phases, donc du server-side, client-side, et je reviens maintenant à du JavaScript et du HTML 20 ans après. Parce que depuis des applications. Depuis un an et demi, 18 mois, 24 mois, tu te concentres principalement sur Angular, donc le framework qui permet de faire des applications on va l'expliquer. Oui, on va en parler. On va en parler. Puis, tu es l'auteur d'une formation là qui fonctionne là extraordinairement bien. Oui, donc j'ai créé du contenu parce que c'est un petit peu mon background aussi là, d'être formateur, toujours une partie de mon activité. Donc je me suis intéressé beaucoup à Angular et j'en ai fait une formation que j'ai distribuée au Canada, et puis ça marche effectivement extrêmement bien. Il y a beaucoup de demandes, on voit qu'il y a un engouement extraordinaire là, sur tout ce qui est JavaScript, HTML et les frameworks JavaScript, et Angular étant le plus populaire,
il y a énormément de demandes sur... Oui, parce que toi, tu te promènes à travers le Canada, là, donc ton crew, il va se donner à Toronto, tu le donnes à Vancouver, C'est ça. tu le donnes à l'entreprise aussi. J'avoue qu'au début, je savais pas si ça allait marcher autant que ça, donc j'ai décidé de pas me limiter donc à uniquement Montréal et à aller faire cette formation-là, là où il pourrait y avoir la demande, alors Vancouver, Calgary, Toronto. Et donc l'engouement est vraiment arrivé et donc je les distribue forcément, énormément. Cette formation-là te donne plus en anglais qu'en français. Du coup, je la donne beaucoup plus en anglais qu'en français. Je la donnais beaucoup en français à Québec et à Montréal. Et en fait, j'ai énormément de demandes à Montréal pour l'anglais aussi. Donc voilà, par exemple, la semaine prochaine, concrètement, j'ai une formation anglaise à Montréal, mais en anglais. Mm-hmm. C'est la vie, ça existe. Donc j'alterne. En tout cas, il y a très très bel engouement pour cette technologie, c'est définitif. Donc, et tu as été renouvelé MVP, donc toujours maintenant sur côté plus développement web. Puis, outre ça, toujours impliqué dans la communauté montréalaise. Avec un petit changement, je me suis un peu retiré de l'organisation qu'on crée dans la communauté. Je vais essayer de rester proche quand même, pour des raisons là que j'étais moins présent là dans les soirées l'organisation. Et puis comme il y a une très très belle organisation dans les groupes, ça a été délégué avec plein de personnes dans chaque sous-groupe, donc ça roule très très bien. Alors j'ai fait une pause dans l'organisation. Comme dirait Robert Charlebois, il y a des plus jeunes, plus fous que nous, qui nous prennent la relève. Mais je reste toujours très proche, comme tout le monde, de ce qui se fait, et du meet-up et des activités de la communauté. Donc on veut parler de Angular. On a sûrement des auditeurs là, qui ont décidé d'écouter le podcast, puis pour eux autres, Angular, c'est même peut-être un nouveau mot. Un donc, buzzword actuellement, effectivement, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc ça s'écrit A-N-G-U-L-A-R. Mais beaucoup au début NG parce qu'en anglais NG ça fait Angular. On voit beaucoup de NG, oui. D'ailleurs la conférence dont on va parler un petit peu dans le podcast s'appelle la NG Conf pour la conférence Angular. NG parce que dans l'API effectivement Angular il y a beaucoup de choses qui commencent par NG. Puis comme tu le dis NG, voilà ça fait un peu Angular. En tout cas à l'origine il y aurait une raison peut-être plus exotique que ça, mais NG fait toujours référence à Angular finalement. Puis donc on veut parler d'Angular. Et principalement de ce qui est annoncé la semaine dernière à la conférence, justement, 2016 de la conférence Angular, parce que tu étais présent. Mais avant d'expliquer la conférence, juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est Angular? Oui, donc Angular, c'est un framework JavaScript. Donc on parle de quelque chose qui va nous aider à bâtir une application, mais on parle de quelque chose qui est complètement côté client, donc qui roule dans un navigateur web. Donc dans n'importe quel navigateur web, c'est pour ça qu'une application Angular, comme n'importe quelle application, je dirais HTML, JavaScript, peut rouler dans une tablette, dans un iPad, dans un smartphone, dans un laptop, n'importe quoi en fait, qui a un navigateur, un simple navigateur web, parce que c'est uniquement côté client. C'est monopage, c'est-à-dire on va chercher une seule page sur le serveur et on la ramène localement dans le navigateur. Donc évidemment, ça vient du serveur. Donc sur un serveur, c'est indépendant de la technologie qu'on a côté serveur. On peut avoir du Java sur le serveur, du ASP.NET, du Ruby, du PHP, peu importe. On va servir au navigateur Internet côté client une page HTML et du JavaScript, dont la librairie Angular, puis notre code nous-mêmes qu'on va écrire en JavaScript. Forcément les CSS qui viennent avec. Et du CSS et des images, en tout cas purement standard. On parle ici de quelque chose qui n'a pas de dépendance côté client, pas de plugin, pas rien. Le type d'application que je fais Angular, est-ce que c'est des applications très multimédia, ou c'est vraiment, ça correspond à quoi? Quel genre de souffrance qu'on cherche à résoudre avec ça? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement on voit que c'est une technologie très populaire, mais souvent quand je commence une formation, je commence par dire c'est pas forcément avec ça qu'on va tout faire non plus. On choisit les bonnes armes par rapport à ce qu'on veut faire. Alors Angular, c'est tout simplement un framework MVC, un framework JavaScript MVC, donc modèle view controller, qui nous aide à faire une application business. Donc on essaie d'avoir quelque chose de clean avec séparer les responsabilités, comme on fait du MVC. D'entrée, saisie de données, oui, ce genre de choses. Comme on fait du MVC côté serveur avec du ASP.NET ou du Java, là on va faire une application côté JavaScript, donc on veut vraiment avoir toute une structure, un framework, et c'est ça que nous donne Angular. C'est tout un framework pour faire d'applications vraiment métier. C'est même une version sophistiquée du MVC, c'est-à-dire que ça promouvoit le MVVM. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, pas tout à fait. En fait, ils appellent ça du MV étoile, mais on a des contrôleurs qui sont des choses en JavaScript qui vont aller chercher les données par le biais de services qui peuvent être également en JavaScript, qui vont chercher les données du serveur. Puis après, on a des vues. Les vues, c'est le HTML dans notre MVC. Et on a un principe de binding, des choses qui sont familières là aux auditeurs là, qui ont déjà fait du .NET par exemple. On a un principe donc de
modèle vue contrôleur et du binding et de la navigation. Tout ça vraiment côté client en JavaScript. Ceux qui ont fait du avec le HTML. WPF ou Silverlight Ouais. vont comprendre les principes. Là. Oui, c'est très proche de, effectivement, quand on fait du MVVM, c'est toujours un peu la même philosophie, hein, MV quelque chose, c'est qu'on veut vraiment structurer notre application et séparer la vue, que ce soit du XAML pour du WPF ou du HTML pour du Angular, on sépare la vue du code. Parce que, est-ce que je me trompe, à quelque part, une des forces de framework comme ça, c'est que ça simplifie beaucoup. Il y a beaucoup de codes répétitifs quand on veut faire le fameux binding entre mes champs visuels et les données qu'on va un jour sauvegarder peut-être dans une base de données. Donc, le rafraîchissement de ces données-là, donc tout ce binding-là, il est beaucoup plus simple avec un framework Oui, ça vient simplifier. Donc le binding, c'est qu'on fait quelque chose de déclaratif versus de l'impératif où on a écrit du code pour faire du binding, ce qui est pas très intéressant. Là, on voit dans toute technologie, on voit l'intérêt du binding parce que c'est déclaratif. Donc, on a une source de données, quelque chose, des objets ou des collections qu'on a obtenues d'un serveur, d'un service web ou autre. Et de l'autre côté, on a une vue et on veut tout simplement, de façon déclarative, associer les deux. Donc, il y a toujours des engins de binding qui ont été faits dans toutes les technologies qui viennent nous simplifier ce travail-là. Puis dans ce cas-là, c'est déclaratif, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, par exemple, si l'utilisateur se met à éditer le contenu d'un champ dans la vue, ben la vue va, à cause du binding, ça va mettre automatiquement à jour mon modèle en arrière. Voilà, le contrôleur qui maintient le modèle, effectivement, il va ramasser automatiquement les données qui sont éditées dans la vue. Puis de la même façon, le contrôleur, si lui vient modifier le modèle, il peut notifier la vue que hey, j'ai modifié pour que la vue rafraîchisse automatiquement. Voilà. Quand on parle de binding bidirectionnel, exactement comme dit Guy, qu'on faisait déjà en Silverlight ou WPF, même principe. Effectivement, c'est le côté automatique là. Ça, c'est une des facilités puissantes que Angular nous donne, qui fait que les développeurs web aiment Angular. Mais comme tu disais au début, il y a plus que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que toute l'application, elle est déployée localement dans le navigateur. Donc, tu n'as plus les allers-retours sur le serveur pour aller chercher les pages. Donc, l'application, elle est très rapide. Là, si on veut vraiment faire le parallèle avec ASP.NET, puis c'est vraiment un point, moi, que j'insiste beaucoup en début de formation parce que les gens sont un peu confus. On a vraiment ASP.NET, par exemple, qui lui est complètement côté serveur. C'est du .NET avec qu'on écrit en C# ou VB, mais qui roule sur le serveur. Il y a absolument rien de ce code-là qui roule sur le client. Donc, notre serveur nous sert à générer du HTML, qui est la seule chose que peut comprendre un navigateur web. Qu'on peut voir comme une page quasiment statique qu'on va afficher dans le navigateur. Donc on a sans arrêt des allers-retours, là, des requests et des responses, clairement, entre le navigateur et le serveur pour toutes les actions qu'on fait, qu'on clique sur un checkbox, un bouton. La navigation, c'est sans arrêt des allers-retours. Alors, ça, c'est quelque chose qui vient se simplifier beaucoup une application côté client parce qu'en fait on reste vraiment côté client, donc on a beaucoup plus d'interactivité, de réactivité, c'est plus rapide parce que ça se passe côté client. Pratiquement, c'est que si je pèse sur un bouton, quand je vais sur le serveur, veut pas, ça prend au moins une seconde d'aller chercher les données, les ramener. Puis donc on sent toujours comme un certain délai de répondre, tandis que quand tu es localement, tu pèses sur le bouton, ben la réponse c'est instantané, donc les écrans réapparaissent et tout. Donc tu as l'impression d'utiliser une application native, que ça serait donc l'application. Sauf que les données sont toujours sur le serveur. Oui, on a quelque chose, on a toute une logique qui est plus proche de l'utilisateur. Effectivement, les données sont toujours sur une base de données, Oracle, SQL Server ou ce que vous voulez sur un serveur et derrière une couche de service avec tout ce qu'on peut faire, un Web API avec ASP.NET ou autre. Mais c'est vrai que on a tendance à ramener beaucoup de logique et tout ce qu'on fait dans la navigation, le binding, directement côté client. Donc, on va juste servir du serveur typiquement maintenant, ça va être une API REST. On va récupérer des données. Mais en fait, tout le reste va vraiment fonctionner côté client. Donc, un peu plus proche, un peu à la native, vraiment plus proche de l'utilisateur, donc plus rapide. Beaucoup d'utilisateurs ont connu les années glorieuses de l'architecture 2 tiers, à l'époque du bon vieux VB6, où est-ce que grosso modo tu avais une BD en arrière sur le serveur, puis tu avais toute la logique métier dans l'écran. On retrouve un peu ça avec Angular, mais dans ce cas-là, on est quand même dans une architecture à 3 tiers. Bien compartimenté, là. Et puis, probablement parce que les devices sont très capables maintenant. On a tous des smartphones qui sont ultra puissants avec 4 cœurs, voire 8 cœurs, des tablettes aussi. Donc, tous les devices sont capables d'en prendre côté client. Probablement pourquoi il y a toute cette tendance qui est revenue aux applications qui se passent dans le client, parce que les clients maintenant sont capables d'en faire beaucoup plus qu'avant. Donc, cette technologie-là, qui est pas nouvelle. Donc, Angular, là, ça existe, c'est apparu quand? 2013?
Non, un petit peu avant ça, en 2009. 2009. On parle de la toute première version. C'était 2009. En fait, c'est un projet qui est apparu à l'interne chez Google pour leurs propres besoins. En fait, Google, finalement, on les connaît pour pas mal d'applications grand public, les Gmail, les Google Docs, etc. Mais en fait, ils ont beaucoup d'applications internes faites des intranets, on va dire, en web. Et alors, on parle de environ 2000 applications. Alors, il y a deux ingénieurs qui sont penchés sur le problème de comment simplifier toutes ces milliers de lignes de code, donc JavaScript, pour leurs applications internes. Et ils ont créé ce framework à l'interne, et qui finalement, il a été popularisé à l'interne, il a très bien fonctionné. Ils ont décidé d'en faire profiter tout le monde en rendant le framework open source en 2010 avec une première version d'Angular. C'est une approche qu'on voit beaucoup. Twitter a fait la même chose avec leur framework UI Bootstrap qui était utilisé à l'interne. Et à un moment donné, ils l'ont mis open source, l'ont donné. Google a fait ça avec Angular, puis bon, on le voit dans Facebook avec React. Ouais, tout à puis depuis au moins 18 mois maintenant, Microsoft le fait systématiquement avec toutes ces technologies. Il les donne public dans la communauté en format open source. Donc, Angular fait ça en 2009. Il y a une adoption assez rapide d'Angular. Ouais, peut-être pas tout de suite, mais parce que quand on parle de développement JavaScript pour tes clients, là, il y a toujours beaucoup de jokes sur Internet qui circulent parce qu'il y a énormément de gens qui se sont penchés sur ce problème-là de simplifier les applications JavaScript. Donc, on a énormément de frameworks JavaScript, de librairies JavaScript. Ouais, c'était une joke récurrente. Là, il y a beaucoup d'images qu'on peut trouver sur le web là d'un nouveau JavaScript of the Day. Alors, c'est sûr que Angular était un parmi d'autres, et je pense pas qu'au début ça a été exceptionnellement populaire, mais il y a souvent une image qu'on peut voir sur Internet qui montre la comparaison de popularité des frameworks, et vraiment en 2013, la date que tu mentionnais tantôt, donc c'est pas la date de sortie, mais je pense que c'est l'année où ça a été populaire, c'est là où la courbe là de popularité de Angular s'est vraiment distinguée, puis c'est exponentiel, cette fameuse courbe là, ça a pris vraiment beaucoup de popularité en 2013, 2014, 2015. Tu me contrediras si ce que je dis est pas tout à fait vrai, mais moi, ma compréhension, c'est que dans les années 2012-2013, il y a un framework qui était compétiteur à Angular, ou en tout cas qui était même précurseur, qui était en même temps mais qui s'appelait Knockout. Où les gens qui ont créé Knockout avaient été fortement influencés par Silverlight, par justement les modèles MVVM. Puis donc, eux ont sorti ça dans la communauté JavaScript. Puis là, il y a eu un gros intérêt. Et les gens d'Angular se sont rendus compte, on a la même chose, nous, en beaucoup plus simple. Et c'est là, quand ils ont commencé à publier, en disant, tu peux faire ce que fait Knockout, mais avec un peu plus d'élégance. Puis c'est là où est-ce que la traction a pris. Est-ce que je me trompe? Je pense que chaque framework a plus ou moins sa spécialité. Il y en a qui sont très dédiés pour faire une tâche en particulier. Et pour moi, sans être un expert en Knockout, mais c'est une librairie là qui un peu comme Backbone aussi, là, beaucoup orientée pour faire simplifier le binding. Et ensuite, je pense qu'Angular, lui, répond à d'autres besoins plus complets. Donc, binding en étant un, mais il y en a d'autres aussi. Il y a tout le routing, la navigation qui est intégré. Donc, il y a, je pense, tout un ensemble de choses qu'ils ont fait que ça répond à tous les besoins d'une application d'affaires côté client. Probablement une des raisons, ça l'a popularisé. Puis, je pense aussi parce que c'est à l'origine, en tout cas par Google. Donc, Knockout était fait par Microsoft, donc à l'époque. Ah, ça je savais pas. Ok. Bon, mais... Non, c'est plus des gens de la communauté. Mais ça a été adopté par Microsoft. Ouais, c'est ça. Puis les gens disent Knockout, c'est Microsoft. C'est sûr qu'on voit que ça a tâtonné un petit peu dans tous les sens. C'était difficile avant de voir un vrai gagnant. Si on peut dire qu'il y a un gagnant, en tout cas en termes de popularité, Angular est le plus populaire, mais pendant longtemps, là, il y a eu plein d'options. Les gens étaient très confus aussi. On peut dire quand même que c'était une jungle, là, le développement web, de choses, de dire quel framework, quelle librairie j'utilise. Il faut les évaluer, les comparer, voir si c'est fait par qui, où ça s'en va. Quels sont les compétiteurs Angular? C'est intéressant parce qu'on voit beaucoup d'articles, clairement en 2016, là, on va parler de React et de Angular. Et moi, j'ai essayé beaucoup de me renseigner là-dessus pour voir aussi et comprendre les différences. Et c'est pas quelque chose qu'on peut comparer directement parce que pour moi React est une librairie UI vraiment optimisée pour des vues, une librairie UX là, vraiment ça se définit comme ça, alors que Angular se définit comme un framework. Donc ça travaille plus ensemble. Pour moi c'est pas quelque chose c'est pas directement la même chose. Ils sont complémentaires et il y a d'ailleurs dans la conférence Angular ils ont montré des exemples de React utilisés dans les vues de Angular fournissant le framework,
React fournissant un aspect de performance ultime là dans certaines vues quand on a ce besoin-là. Mais finalement, moi je compare pas les deux directement. Si on a une application d'affaires traditionnelle qu'on veut faire, Angular fait la job. React, pour l'histoire, a été créé donc par Facebook parce que Facebook n'a jamais réussi à avoir les performances qu'ils voulaient obtenir pour leur fameux Messenger. Et on s'entend que Facebook, c'est toute une bête, là. Leur Messenger, c'est des messages instantanés entre des millions et des millions d'usagers par minute ou par seconde. Alors, ils ont travaillé très fort sur une librairie avec des performances ultimes. React, en bout de ligne, React est orienté autour d'une fonction qui s'appelle getHTML ou quelque chose de même. En fait, ça fonctionne avec un DOM virtuel qui virtualise toutes les opérations à faire. Le DOM étant les éléments qui sont dans notre page HTML. Et traditionnellement, les opérations sur le DOM sont lentes. Alors eux, ils ont virtualisé tout ça et toutes les opérations se font dans le code. Et à un moment donné, on prend tout ce code-là et ils le renvoient dans du HTML. Et c'est pour ça qu'on a des grosses performances. Mais on s'entend, au final, la question à se poser, est-ce que je suis Facebook? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose là avec une performance ultime? Oui, on va aller chercher React. Ou est-ce que je veux faire une application d'affaires traditionnelle, pas forcément axée sur la vitesse à la nanoseconde? À ce moment-là, Angular est plus un framework qui fournit tout un tas d'éléments. On s'entend le fait que React est utilisé par Messenger, ça a donné des lettres de noblesse à ce framework-là. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qui a aidé au Angular. Le jour où est-ce qu'il a annoncé quels sont les produits à l'interne chez Google qui utilisent Angular, ça a aussi donné une certaine crédibilité. Je sais pas si tu, peut-être à titre d'exemple, quel produit chez Google utilise aujourd'hui Angular? Alors, pour les produits connus publiquement, c'est AdWords. Et c'est même intéressant de noter que AdWords, c'est quand même la vache à lait de Microsoft, de Google. C'est lapsus, excusez. AdWords, c'est l'application dans laquelle Google fait de l'argent pour les publicités. Et ils utilisent actuellement Angular 2 pour AdWords, qui est une version qui n'est pas encore définitive, qui n'est pas encore finale. Est-ce qu'on dit AdWorks ou AdWords. Ad pour advertisement, puis work. Mais c'est les publicités qu'on voit apparaître quand on fait Google, qu'on recherche là, dans les, par exemple à droite de notre écran ou en haut, c'est construit avec du Angular, ça, si je comprends. Oui, et voire même donc il y a plus que 2000 applications chez Google faites avec Angular, mais c'était notable de montrer là à la conférence que AdWords, qui est quand même un site qui est très important chez Google, parce qu'encore une fois, c'est avec ça qu'ils font de l'argent, ils l'ont déjà migré, en partie en tout cas avec Angular 2, qui n'est pas encore en version finale, mais pour montrer qu'il y avait de l'intérêt pour avoir de la rapidité et de l'utiliser dès maintenant. Donc, si on parle justement de la conférence puis de la version 2. Donc, c'est une deuxième génération. Donc, il y a une première génération qui est, comme tu as dit, est née en 2009. Et là, depuis maintenant, 18 mois, 24 mois, Microsoft travaille sur la deuxième génération. Google, donc lapsus. C'est intéressant. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il va y en avoir quelques-uns. Ben oui. Oui, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on sait qu'il y a comme une espèce d'alliance stratégique. J'ai peut-être mêlé un peu, parce qu'avant de venir au podcast, j'ai imprimé un petit document pour Guy et Mario, un peu pour souvent des indications sur ce qu'on veut parler, même si on sait que des fois ça dévie à droite à gauche. Mais j'ai un chapitre où je veux parler de Microsoft dans cette conférence Google, peut-être pour ça qu'on va avoir des lapsus. C'est intéressant parce que Microsoft et Angular, c'est pas des ennemis du tout. Hein, on va revenir. Il y a une conférence annuelle qui s'appelle la fameuse conférence NGConf, qui avait lieu la semaine dernière, donc au milieu de la semaine passée. Donc selon la date où vous écoutez le podcast, là, en tout cas, c'était de 4 au 6 mai 2016. Oui, 2016. Si tu écoutes le podcast, la semaine passée, c'est ça. Donc début mai 2016, c'était la 3e édition de la conférence. Donc, tu étais là, c'était à Salt Lake City? Oui. C'est pour faire un peu le contexte, parce que c'est très nouveau pour moi et probablement nouveau pour vous et probablement nouveau pour les éditeurs aussi, dans le sens où moi, je suis très familier personnellement avec les conférences côté Microsoft, comme vous autres, où j'ai fait beaucoup tout ce qui est TechEd, PDC, Mix, ce genre de conférences. Donc là, moi, c'était un petit peu conférence hors de ma zone de confort, en tout cas pour aller chercher aussi cette technologie qui m'intéresse, mais où la communauté, etc., était moins familière. Donc ça se fait à Salt Lake City. Pourquoi? Parce que c'est là où l'équipe Angular réside, tout simplement. Donc c'est là où ils sont. Qui était une conférence. C'est sa 3e édition. C'était 2 jours pour les éditions précédentes. Cette fois-ci, pour cette année 2016, ils l'ont fait en 3 jours. Donc, tu as quoi? 100 personnes ou 1000 personnes qui vont à cette conférence-là? Alors, cette année édition, il y avait 1500 personnes. C'est-à-dire 2 fois plus que l'an passé.
Et vous avez Donc, on voit l'intérêt. On voit l'intérêt. Est-ce que tout le monde sont là ont un PC ou c'est vraiment l'exception? Oui, tu as vu la note que j'ai laissée, donc je voulais mentionner ce point-là parce que donc moi déjà j'ai essayé un petit peu de m'adapter à la faune locale et à pousser un peu ma barbe, même si j'ai pas atteint mon objectif complet, mais parce qu'on parle de développeur web et vous savez que la tendance, c'est une vingtaine d'années puis une grande barbe, c'est beaucoup ce public-là. Et alors j'étais quasiment une des seules personnes à avoir un PC et un Windows, dans le sens où tout le monde est sur un Mac. Puis même pas un Mac avec Windows 10, on parle d'un Mac avec macOS là. Et c'est vraiment une grosse tendance que j'avais constatée dans mes propres formations, puisque je m'adresse vraiment à un public développeur web, mais j'étais frappé de voir que tous les présentateurs sont sur Mac. La majorité, je dirais un bon 80% minimum des attendees sont avec un Mac. Mais ils ont leur command line d'ouvert tout le temps. C'est vraiment des gens qui utilisent la ligne de commande. Oui, pour moi, un des liens, parce que beaucoup de choses dans le monde de développement web se font avec la ligne de commande et qu'il y a une très belle intégration sur Mac, probablement plus que sur PC. En tout cas, une des raisons surtout récemment. Oui, une des raisons que j'entends. Windows 10, ils ont annoncé maintenant l'intégration de Bash, mais jusqu'à il y a quelques semaines, Mac plantait Windows là-dessus là, parce que l'intégration de la ligne de commande était ouais, et on passe effectivement du temps dans la ligne de commande pour tous ces frameworks JavaScript. Je voulais noter aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce que pourraient penser tous les gens d'ailleurs qui étaient présents, NGConf n'est pas une conférence organisée par Google. C'est vraiment très confus. On pourrait vraiment penser que c'est la conférence de l'équipe Angular, mais elle n'est pas du tout organisée par eux. Parce que d'ailleurs l'équipe Angular est une toute petite équipe chez Google, c'est pas on pourrait croire qu'il y a 500 personnes qui travaillent là-dessus, c'est faux. On parle de 5-10 personnes plus la communauté puisque c'est open source maintenant. Alors c'est pas une conférence Google directement, c'est une conférence qui est organisée par la communauté, plein d'individus dans la communauté qui ont tous un point commun, c'est qu'ils travaillent tous chez Domo. Il se trouve que Domo, vous connaissez peut-être pas cette compagnie, mais c'est une compagnie très grosse compagnie qui fait plein de choses dans plein de domaines logiciels et probablement qu'ils veulent montrer qu'ils sont très présents dans le web et qui croient beaucoup à Angular. Il se trouve que Domo est une compagnie, je pense, qui est également à Salt Lake City et donc très proche de l'équipe Angular, qui fait que ils se présentent pas non plus comme les organisateurs de la conférence. Ils font ça de façon assez intéressante, je trouve, c'est qu'ils sont présents comme sponsors. C'est sûr que Domo est le premier sponsor de la conférence, mais il est le seul sponsor Platinum, mais il ne se présente jamais comme les organisateurs. On voit en fait, d'où un peu la confusion. On a l'impression que c'est organisé par Google, mais non. C'est par des gens de la communauté très intéressés par Angular et très proches de l'équipe Angular, mais c'est des employés Domo finalement. C'est intéressant comment on joue sur les perceptions, oui. On laisse croire que des choses sont plus grosses. Puis quand tu réussis à bien travailler tes perceptions dans le monde du web, tu peux vraiment, on le sait, là, tu peux avoir un tout petit site, pas de bureau, pour avoir là une grosse compagnie sur Internet. Mais ils font ça de façon très intéressante. C'est quand même la conférence de l'équipe Angular. C'est l'équipe Angular qui fait les keynotes et qui présente leur contenu. Je pense qu'il y a aucune implication de Domo dans ce contexte-là. Par contre, c'est sûr qu'ils prennent en charge l'organisation. Et je pense aussi parce que l'équipe Angular n'est pas du tout familière avec l'organisation d'événements, etc. Donc, ils ont délégué ça à des gens externes. Mais ça reste la conférence en Amérique du Nord pour Angular. Il y a un équivalent également en Europe qui est la NGConf en Europe. Et je pense qu'il y en a une au Royaume-Uni aussi, mais c'est sûr que c'est la conférence Angular là aux États-Unis, c'est la NGConf. Parce que Google a sa propre conférence de développeurs. Là, Google I.O. Qui a lieu d'ailleurs la semaine prochaine, je pense. Tous les années. Ça c'est la conférence ça, Google, effectivement. Grosse conférence. Puis est-ce qu'ils vont parler d'Angular dans Google I.O.? Est-ce que tu en sais quelque chose? Non, je sais pas du tout, en fait. Mais je pense qu'ils laissent NGConf pour Angular. Je pense que dans Google I.O. est plus axé sur leurs produits, pas forcément sur le développement web en tant que tel, mais en tout cas, je connais pas le programme de Google I.O. C'est intéressant à suivre. Parce que, en tout cas, stratégiquement, je pose toujours la question, OK, Google a Android d'un côté, a le web, en tout cas, puis ils ont toujours dit le web, c'est ça en quoi on croit, mais depuis quelques années, on les voit investir beaucoup en Android, puis on sait plus si, en tout cas, ça ressemble de plus en plus à un discours de politicien, c'est-à-dire... Mais c'est peut-être intéressant aussi qu'ils se présentent pas directement comme leur conférence. Je parle de Angular ici, ou même que Google n'apparaît pas comme un sponsor de la conférence, parce que ça montre c'est pas quelque chose de propriétaire. Ils essayent pas de tirer la couverture d'Angular vers Android ou vers leur technologie. Ça reste un framework open source que tout le monde utilise pour toutes les plateformes. C'est vraiment pas propriétaire. S'il y a un avantage, c'est JavaScript, donc ça n'a rien à voir directement avec Google Chrome, ça n'a rien à voir avec Android. C'est vraiment web, mais tout le monde peut l'utiliser à cette fin.
Donc, dans cette conférence-là, on voulait nous parler d'Angular 2. En fait, c'est la conférence Angular et c'est sûr que tu parlais de 2 versions, on n'a pas trop détaillé, mais depuis 2009, c'était dans Angular qu'on pourrait considérer Angular 1, qui a évolué avec plein de versions, de Angular 1, 1.1, etc. Jusqu'à on a 1.5 et il continue à travailler sur cette branche-là. En parallèle, il se trouve que ça fait un long moment, tu parlais de plusieurs mois, ça fait plus de 20 mois, qu'ils travaillent sur une autre version qu'ils ont appelée Angular 2 et en fait qui est vraiment autre chose, qu'on peut considérer, c'est une réécriture du framework. Il a pu donner un autre nom. J'aurais pu donner un nom parce que c'est vraiment très loin de Angular 1. En termes d'API et de syntaxe, ça reste la même philosophie. On parle d'Angular 2, c'est un framework JavaScript MVC. Donc c'est exactement comme ça que j'ai présenté Angular tantôt et ça change pas. Mais les concepts ont changé. Et pourquoi? C'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pas pour ennuyer le monde, malheureusement, parce que ça ennuie un peu le monde, là, qui change toutes les API, mais ils l'ont fait parce qu'ils essaient de regarder l'avenir, ils essaient de regarder où s'en vient les standards, hein, puisque Angular était un framework basé sur les standards. Je parle d'HTML JavaScript et on voit que JavaScript évolue, on voit qu'HTML évolue, donc ils essaient de voir ça. Et en fait, le but de l'équipe Angular, c'est pas de se substituer à ce que fait déjà les navigateurs, c'est de bâtir par-dessus. Donc, quand il y a quelque chose qui vient dans les standards, eh bien, eux, ils ont besoin d'aller par-dessus ça. Donc, ils ont changé un peu leur approche et ils ont regardé ce qui s'en venait dans les nouveautés dans les standards. Je parle beaucoup, par exemple, des web components et de la nouvelle version de JavaScript. Son petit nom, là, c'est ES6. Faisait qu'il n'y avait pas le choix de faire évoluer. Ils ont besoin de se bâtir par-dessus ça, donc ça faisait trop de changements par rapport à un, donc ils ont fait une deuxième version. On n'a pas glissé un mot, mais le compétiteur le plus réel à Angular aujourd'hui, ça serait Aurelia, qui est un autre framework, qui eux autres aussi tirent parti beaucoup des nouveautés de JavaScript, donc de ECMAScript, là, oui, tout à fait. Et des web components. Puis, parce qu'avec ça, tu peux encore plus simplifier, puis si Angular n'aurait pas bougé, probablement qu'on l'aurait perçu comme étant qu'il y a une vieille façon de faire, un peu lourde et pesante, tandis que le nouveau framework, c'est de simplifier encore. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Ils essayent de bâtir pour l'avenir. C'est pour ça que c'est très long à sortir, parce qu'on sait que les standards aussi évoluent lentement. Mais ils viennent chercher beaucoup de choses qu'on pourrait parler plus tard. Donc, on fait un alignement avec le ECMAScript, version 2016, j'imagine, oui. Parce que maintenant, ECMAScript... Pour introduire ECMAScript, c'est la spécification derrière JavaScript. Quand on parle de JavaScript, qu'on écrit depuis plusieurs années, on parle de JavaScript basé sur ECMAScript 5. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 2009. Il se trouve que JavaScript a passé une version, et concrètement ECMAScript a passé une version l'an passé, c'est-à-dire en juin 2015. Il y a une nouvelle version qui s'appelle ECMAScript 6 qui est sortie, qui amène beaucoup de choses, et notamment des choses qui nous font sourire souvent quand on vient du monde .NET ou Java, mais par exemple la notion de classe et de constructeur, des choses qu'on n'avait jamais eues en JavaScript. JavaScript toujours été quelque chose qu'on tirait un petit peu pour faire l'orienté objet, mais n'était pas fait pour ça à la base, étant un langage qui a été créé en 10 jours il y a plus de 20 ans par quelqu'un qui s'appelle Brandon H, et qui était un langage qui était fait pour faire un peu de dynamisme dans une page, mais c'était pas fait pour une application business. Donc ça a été tiré. Donc cette nouvelle version est bienvenue parce qu'elle amène plein de choses comme des classes, de l'héritage, des constructeurs et plein de choses. Donc encore une fois, Angular vient chercher ces nouveautés-là aussi pour leur framework. Puis si j'ai bien compris, parce que derrière la standardisation d'ECMAScript, tu as des gros joueurs, Google, Microsoft pour pas les nommer, qui, eux, poussent beaucoup l'évolution d'ECMAScript parce qu'eux autres aussi ont un langage dynamique qui voudrait bien qui devienne standard au prochain standard ECMAScript. Là, le fameux langage TypeScript, on en parlera un peu plus tard. Eux poussent fort pour faire évoluer le ECMAScript qui devient la norme JavaScript. Puis là, tu disais, OK, ça s'appelle maintenant JavaScript 6, ou en tout cas ECMAScript 6. Mais là, ce que j'ai compris, maintenant, ils veulent y aller par année parce qu'ils veulent faire évoluer année par année. Mais ça, c'est quelque chose de super intéressant. C'est qu'effectivement, comme tu dis, autour de la table, pour ECMAScript, c'est un comité où on a, tu disais Microsoft, on a Sony, on a Facebook, on a Google, on a plein de monde, plus des partenaires. Tout le monde qui veut influencer la norme. Et comme c'est autour de la table, on a tout ce monde-là qui veut chacun tirer la couverture de son côté, c'est difficile de s'entendre sur un standard. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2009 jusqu'à 2015, on a eu 6 ans pour avoir une version de JavaScript. C'est en termes de développement web, là, 6 ans, c'est vraiment un cap, c'est une montagne, c'est une éternité. Donc ça, c'était quelque chose qui évolue pas assez vite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont décidé depuis l'an passé, 2015, ils se sont dit maintenant, à partir de cette année,
ils se sont mis d'accord pour une chose, c'est intéressant, c'est de dire que chaque année, ils vont travailler aussi fort que possible, et à la fin de l'année, ce qu'ils ont, c'est une version. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ECMAScript 6 a été renommé ECMAScript 2015, parce que c'est la version 2015, et qu'on est sûr déjà qu'on aura une nouvelle version de JavaScript, donc une nouvelle version d'ECMAScript en 2016, qui s'appellera ECMAScript 2016, et qu'on en aura une autre en 2017. Et je trouve ça très intéressant en tant que développeur web, et quand je présente ça au monde, les gens sont contents de voir que ça va évoluer beaucoup plus vite maintenant. La spécification ECMAScript va évoluer chaque année, donc des nouveaux features, donc JavaScript va embarquer. Et aussi, là, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est des navigateurs pour qu'ils adoptent ces nouveautés. Et du côté des navigateurs, c'est intéressant parce qu'on a maintenant la notion de navigateur, on appelle ça Evergreen. Je sais pas s'il y a une traduction officielle, mais Google Chrome est un navigateur Evergreen, c'est-à-dire qu'il se met à jour sans arrêt. Quand on ouvre notre Google Chrome le matin, il a été updaté dans l'année. Je pense que Edge va faire la même chose aussi. Il y a plus de versions, donc Chrome en est un, Firefox en est un, navigateur Evergreen, et Edge, le nouveau navigateur sur la plateforme Windows, est un navigateur Evergreen. Donc tous ces navigateurs s'auto-update en permanence, et donc quand on va avoir de nouvelles versions de JavaScript, ça va être adopté très rapidement dans tous les navigateurs. Donc tout ce petit monde-là du développement web, finalement, va avancer maintenant beaucoup plus rapidement que c'était le cas il y a quelques années. Donc là aussi, en tant que développeur web, c'est quelque chose qui est bienvenu, c'est que ça va évoluer à une cadence plus rapide. Ouais, le boulet, c'était Internet Explorer qui était updaté à des fréquences qui n'était pas evergreen, donc c'était à la personne ou à la compagnie de mettre à jour, exact, avec toutes les politiques autour de ça, de mettre une mise à jour manuelle qui était très complexe. Ouais, puis tu avais plein d'entreprises qui étaient encore sur IE 7, 8. Là. Et Microsoft... J'ai un de mes clients qui sont sur IE 9. Ouais. On était contents, mais on a vu qu'ils ont mis le mode compatibilité IE 7. Donc en réalité, c'est pas un vrai IE 9, c'est un IE 9 qui roule en IE 7 avec toutes les faiblesses. Mais c'est intéressant de dire que Microsoft s'est rendu compte de ça. Donc la nouvelle version de leur navigateur maintenant Edge est Evergreen, mais ils ont annoncé en janvier, vous l'avez probablement déjà annoncé dans le podcast, mais en janvier de cette année, en janvier 2016, ils ont annoncé qu'il n'y avait plus aucune version d'Internet Explorer qui était supportée, plus de mise à jour de sécurité, de support technique sur toutes les versions, excepté la toute dernière, qui est IE 11. Ouais. Qu'officiellement, si vous n'êtes pas sur IE 11, vous êtes sur une version non supportée, obsolète d'Internet Explorer. Ouais. Ils veulent amener le monde maintenant aux dernières versions et à l'évolution. Une petite note au passage par rapport à ça, Angular, que ce soit la version 1 ou la version 2, Angular, eux, ils supportent IE 9. Donc, ils ont quand même fait l'effort d'être rétrocompatibles sur IE 9. On en connaît, probablement parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui est là-dessus. Donc, IE 9 en montant, puis tous les autres navigateurs modernes supportent Angular. C'est sûr que Angular, la nouvelle réécriture, il y a un focus beaucoup orienté vers le mobile, parce que c'est là que ça se passe vraiment. C'est plus le desktop. Le desktop, c'est quoi? Peut-être 200 millions de PC ou un peu plus, peut-être 500 millions, mais il y a des milliards de téléphones. Donc, c'est le téléphone qui maintenant dirige le monde, en tout cas pour ce qui est des produits consommateurs. Et l'amélioration de la performance, forcément. Donc, c'est ces deux axes lesquels... Oui, donc on peut dire Angular 2, c'était une réécriture parce qu'ils veulent s'appuyer sur les nouveaux standards, comme on en a discuté. Et au passage, ils ont pu bénéficier de beaucoup plus de performance. Et après, ils veulent aller chercher donc l'aspect mobile, comme tu le dis, c'est extrêmement en vogue. Et par rapport à ce point-là, ils ont fait quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont découplé complètement le framework du DOM. Encore une fois, quand on parle du DOM, c'était vraiment les éléments HTML qu'on a dans une page HTML, ils l'ont découplé complètement. Et quand on regarde ça, finalement, on voit que l'approche, c'est de se dire qu'ils vont pouvoir arriver à faire on va pouvoir faire des applications Angular qui sont pas dédiées à être servies dans un navigateur web, mais autre part. Et ce autre part, c'est pas encore bien défini. En tout cas, ils s'ouvrent la porte, mais cette autre part, ils ont dit des exemples comme par exemple un web worker. Un web worker, c'est tout simplement un process qui roule sur la machine, qui est pas forcément un navigateur web, mais on va pouvoir voir des choses comme pourrait faire le rendu HTML. Voilà. Ce serait un autre device qui un des points de la performance, c'est qu'ils font beaucoup de rendering de choses sur des web workers. Ils se servent juste du HTML pour la vue. Encore une fois, la vue pourrait être autre chose, pourrait être quelque chose de mobile, tactile. Et on pourrait penser à des microservices qui feraient le rendu. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'ils se disent, hey, tout à l'heure, là, la prochaine génération de milliards de devices, ça ne sera pas des téléphones, ça va être du IoT, qui n'ont pas forcément une interface utilisateur. Puis à ce moment-là, ça pourrait rouler sur ce genre de... IoT n'a jamais été mentionné directement, mais moi, je fais
pense tout de suite à ça parce qu'on voit le marché IoT qui explose et puis effectivement, pourquoi pas un jour une application Angular là, sur un frigo ou un mini-contrôleur, une voiture. C'est vraiment ça qui prépare, selon moi, là, c'est se détacher du navigateur web. C'est pour ça. Donc, il y a une grosse tendance que tu as eue, c'est ça, c'est se détacher. L'autre, en tout cas, moi, ce qui m'a surpris dans ce que tu nous donnais comme note, c'est la transition d'un framework vers une plateforme. Ouais. Ça, je pense que c'est important. Puis ça, c'est intéressant. Puis c'était vraiment le second slide du premier keynote. Keynote, traditionnellement, c'est là où ils font toutes les annonces. Alors, ils avaient annoncé, au passage, on n'en a pas parlé, mais concrètement, par rapport à Angular 2, malheureusement, ils n'ont pas annoncé la version finale. Mais ça, on savait que c'était pas tout à fait prêt. Ils ont annoncé la version RC, donc Release Candidate. Donc, ils sont sortis de l'étape bêta. Parce qu'on était en bêta depuis de très, très, très nombreux mois pour Angular 2. Il faut comprendre qu'en même temps, ils bâtissent quelque chose sur des nouveaux standards qui sont pas encore là, donc c'est très long, hein, ils suivent un petit peu les standards. Les fondations bougent. Les fondations bougent. Donc on est quand même en version RC, donc très proche en termes d'API de la version finale. Ils n'ont pas parlé de date pour la version finale, probablement quelque part dans l'année. Mon guess personnel, mais j'ai aucune information officielle, quelque part probablement cet été, mais encore une fois, j'ai pas d'informations là-dessus. Donc c'est une version RC. Mais ils ont annoncé assez rapidement la deuxième slide du keynote, c'était le framework vers une plateforme. Et j'ai trouvé ça vraiment marquant pour moi, justement parce qu'on parle beaucoup de cette guerre des frameworks web et on voit pas forcément un qui se dégage de l'autre. En termes de popularité, oui, on voit Angular, mais en termes de fonctionnalité, ça pourrait très bien se comparer à un Aurelia ou autre chose. Donc je pense que là, ils vont se démarquer fortement et ils vont chercher carrément la plateforme. Donc cette slide-là montre, vous l'avez sous les yeux, les auditeurs peuvent pas la voir, mais il montre que c'est pas uniquement une API et du code, c'est aussi du tooling et beaucoup de choses qui viennent avec ça, faciliter tout ce qui est le testing, la navigation. Donc au niveau du tooling, notamment une CLI, donc Common Language Interface. Ouais, ou une ligne de commande. Une ligne de commande, voilà, en français. Ça vient vraiment soulager un point extrêmement pénible, pas forcément d'Angular, mais du développement web, client-side, c'est qu'on a plein de choses à installer, à configurer. C'est un point qui est extrêmement difficile. Surtout si on vient de la plateforme Microsoft.NET où le setup est très simple. J'installe Visual Studio et c'est terminé. Ouais. J'ai tout l'outillage, j'ai le framework, j'ai tout. Et j'ai des assistants pour créer des projets. On fait clic, next. Quoique maintenant avec ASP.NET Core, il y a un peu de setup, mais mais quand on regarde le développement web, au début on est là, c'est infernal. Ouais. On a 1 millier de packages à installer, des versions complètement différentes. Il faut configurer notre compilateur TypeScript, notre langage, notre IntelliSense, tous nos millions de packages, et il y a plein de choses qui installent les packages différentes. On parle de NPM, on parle de Bower, on parle de plein de choses. C'est vraiment au début, c'est l'enfer. Comment ça va marcher? Parce que sur ta ligne de commande, tu vas avoir quoi? Une espèce de démarreur universel? Ou en tout cas, ils ont fait, déjà pour le setup, ils ont fait une ligne de commande où on fait ng new project. Et c'est l'équivalent de notre assistant côté Visual Studio. Donc, il va me créer tout le projet, puis installer toutes les dépendances et faire tout le setup, y compris mettre en place toute la configuration, pas uniquement le coding, là, mais l'aspect, le process et le workflow de quand on développe, c'est-à-dire faire mettre en place les unit testing, puis tout ce qui est créer une build en release, en développement, en tout cas tout ça c'est mis en place. Pour avoir le fameux programme NG, faut que tu fasses quoi? Tu utilises NPM pour voilà, donc on a un premier NPM. NPM c'est l'installateur de Node. C'est le Node Package Manager de Node, donc tout ça c'est basé, de toute façon comme tout ce qui se fait en web. Tu commences par ton Node, t'installes ton NG, pour ça tu utilises NG pour tout le reste. On a installé Node.js sur la machine, on a donc le Node Package Manager, une ligne de commande qui s'appelle npm install de la Angular CLI. Et après ça, on a juste une ligne de commande pour partir un projet ainsi que son setup. Ce qui est très intéressant. Quand tu prends un projet, mettons, tu dis, moi, je veux utiliser TypeScript, je voudrais avoir, en tout cas, telle chose. Comment tu y fais? C'est par la ligne de commande avec les différents dash. Donc là, tu parles de TypeScript. Je sais pas trop si les auditeurs sont familiers ou si vous avez fait. Je pense que vous avez fait un podcast sur TypeScript. Non, c'est prévu un peu plus tard cette année. Vous savez qu'il faut qu'on introduise TypeScript. Oui, absolument. Parce que tu mentionnes TypeScript, c'est intéressant. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui vient soulager le développement. C'est sûr que traditionnellement, faire du JavaScript, autant au niveau de l'outillage, du setup que du codage lui-même, c'est quelque chose qui est pas fantastique. On peut le dire vraiment. Quand on vient du monde de Java ou .NET, on a des très bons outils comme Eclipse ou Visual Studio, puis un très bon outillage, un très bon langage. Quand on arrive côté JavaScript, c'est vraiment, on est perdu au début, c'est la jungle. Alors TypeScript c'est un langage Microsoft au passage, et c'est un langage dont le seul but dans la vie, c'est de générer du JavaScript.
Et pourquoi ça nous soulage? Parce que ça nous offre quelque chose de beaucoup plus avancé que JavaScript. En fait, c'est un peu comme si on faisait du C# ou Donc, du Java. En plus de l'étape précédente de générer, ça va surtout compiler pour trouver tes erreurs. Donc, ça donne un compilateur sur ton JavaScript, ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans un langage dynamique, il n'y a pas de compilateur. JavaScript étant juste du scripting interprété en live dans le navigateur. Quand ça marche pas, on n'a pas rien qui nous dit qu'on avait oublié un point virgule ou une lettre en majuscule. Ça se passe une erreur dans le navigateur. Et tu parles de compilation, en fait, si on veut regarder le vocabulaire de très très près, puis c'est comme ça, on appelle ça transpiler. Et alors pourquoi? Parce qu'un compilateur compile un langage source vers un langage binaire ou un langage machine. Et là, on parle de compiler un langage source vers un langage source. Parce qu'on parle d'un TypeScript vers du JavaScript. Donc on transpile du TypeScript en JavaScript, le JavaScript lui-même étant compilé dans la machine virtuelle, dans le navigateur au final. Ce qui est particulier avec le fameux TypeScript, c'est si je prends un programme JavaScript, puis je fais juste renommer son extension de JS à TS pour TypeScript, c'est un programme conforme TypeScript parce que TypeScript comprend toutes les commandes de base du JavaScript. Oui, en fait, TypeScript se présente comme un langage qui est un superset de tout ce qui se fait en JavaScript. Donc d'ailleurs, au passage, à chaque fois qu'on a une nouvelle version de la spécification de ECMAScript, TypeScript en prend avantage. Donc actuellement, si on voit le jour d'aujourd'hui, en mai 2016, TypeScript est basé sur JavaScript, sur ECMAScript 2015, puis 2016, vraiment les nouveautés. Donc vraiment le but de TypeScript, c'est de nous soulager l'expérience de codage, puisqu'on code avec des choses très avancées, les classes, les constructeurs, mais ça vous me direz là maintenant dans ECMAScript, mais par-dessus, il rajoute la notion de générique, d'interface, ou de classe. Donc on code avec quelque chose de plus élégant, et on génère en bout de ligne notre JavaScript. Et juste pour montrer un petit peu de sérieux de Microsoft dans tout ça, la personne qui est derrière ce langage-là, Anders Erzberg, c'est le même qui a développé C#. C'est la même personne qui avait développé originalement le J++, à l'époque, le langage Java chez Microsoft. Avant ça, le langage Delphi. Turbo Pascal. Ça, le langage Turbo Pascal. Ce qui n'est pas son premier langage, là, monsieur. Puis c'est pas un projet là qui était fait sur le bout du comptoir. Là. Ça fait plusieurs années qu'il travaille là-dessus. Oui, depuis 2012. Et là... Très important. Je ne sais pas si on en parlait à la conférence, mais en décembre dernier, on a comme appris que Google, plutôt que continuer à faire le développement de leur langage Dart, laissait tomber Dart et adoptait TypeScript. Parce que c'est toujours... plus exactement, Dart, c'est encore autre chose. Ouais. Qui est tombé dans l'anonymat parce que peu de monde qui utilise ça. Exactement pour Angular, Google commençait à faire leur propre langage, encore une fois, parce que c'est vraiment pénible de faire du JavaScript qui est pas fait pour faire un applicatif, donc c'est très difficile. Donc pour soulager ça, ils créaient leur propre langage qui était AdScript. AdScript, c'est le langage de Google pour générer du JavaScript. Mais là, ça existe plus. Effectivement, ils faisaient ça, et à un moment donné, ils sont retournés, ils ont regardé Microsoft, et vous êtes en train de faire la même chose avec TypeScript. Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a eu une vraie collaboration entre les deux, et ils se sont dit, ok, Microsoft dit, vous avez le framework web, nous on n'en a pas. Puis Google a dit, vous avez le langage, nous on a le nôtre, mais il est moins avancé, le vôtre est plus avancé, il y a déjà une forte communauté. Et ils ont clairement collaboré. Et effectivement, Google, l'équipe Angular a annoncé qu'ils arrêtaient complètement AdScript et qu'ils adoptaient TypeScript. Donc ils utilisent... Ça fait des vagues. Oui, parce qu'on a une collaboration concrète entre des ingénieurs chez Angular et des ingénieurs chez Microsoft qui se sont rencontrés, qui ont collaboré. Du jour au lendemain, TypeScript est devenu un peu le standard de facto, là. Par rapport à ça, donc Google présente toujours Angular comme quelque chose qu'on peut coder dans la version 2 avec soit TypeScript, soit JavaScript, soit même Dart. Mais concrètement, si on regarde ça, si on va sur le site officiel d'Angular, Angular 2, qui a son propre site qui est angular.io, pour chaque point d'entrée dans l'API, dans la documentation, il y a toujours une liste déroulante en haut qui est voir l'exemple avec TypeScript, voir l'exemple avec JavaScript ou avec Dart. Alors c'est amusant de regarder qu'actuellement, si on fait ça, TypeScript, c'est là où on a la page par défaut avec toute la doc. Si on va sur JavaScript, on a 4 fois moins de documentation, voire même des fois c'est pas présent. Si on va sur Dart, des fois on a même une 404, on a une page absente où il y a plus rien. Et si je regarde la communauté, tous les articles qui se font sur Angular document, tous les blog posts sont tous faits avec TypeScript. Ça devient, je pense, la façon de standard que tout le monde doit faire des applications Angular 2 avec TypeScript. Et donc intéressant de noter que c'est un langage à l'origine Microsoft. Puis c'est pas le seul produit Microsoft qui a été adopté par l'équipe d'Angular. Oui, si on regarde au niveau des tooling, donc ça nous prend un éditeur de code pour coder notre JavaScript et donc maintenant notre TypeScript.
Et là aussi, Microsoft a un outil. On connaît tous Visual Studio, la suite Visual Studio. Alors ils ont le gros IDE qui est un IDE, donc voilà, quelque chose de complet avec des assistants de projet, des templates, la compilation, tout ça. Ils ont créé une variante qui est toujours dans la famille Visual Studio, mais c'est un outil qui s'appelle Visual Studio Code. Son petit nom c'est Code d'ailleurs, mais on va parler de Visual Studio Code. Et ça c'est vraiment un peu comme si on avait extrait la portion éditeur de code du gros Visual Studio et qu'on en avait fait un outil. Là, c'est quasiment ça. Donc il reste toute la richesse de l'éditeur de code, mais centré uniquement à 100% sur l'éditeur de code et dédié à faire tous ces projets web. Pas uniquement Angular, on va parler de JavaScript ou même d'ASP.NET, mais vraiment support natif de TypeScript. Alors là aussi, l'équipe d'Angular a annoncé il y a déjà de nombreux mois qu'ils concevaient Angular 2 avec TypeScript dans Visual Studio Code. Donc deux technologies issues des... Toutes les démos à la conférence étaient faites avec Visual Studio Code? C'était très frappant. La première journée, au keynote, donc l'événement le plus important de la journée, toutes les démonstrations techniques de code étaient faites avec Visual Studio Code. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Hein. Tout le monde peut utiliser son éditeur favori pour faire du Angular, que ce soit Eclipse ou le gros Visual Studio ou n'importe quel éditeur. Mais on voit un engouement énorme pour cet outil. Moi-même, je l'ai adopté depuis quelques mois et je l'adore. Il est très très bien fait. Puis je sais que ils veulent amener dans Visual Studio Code les mêmes. On a maintenant des add-ins dans Visual Studio. Oui, il y a déjà. Mais... Donc avec tout un market store et tout. Puis c'est intéressant. On vient de présenter Visual Studio. Présenter en fait pour les gens qui connaissent on appelle ça le gros Visual Studio, c'est que Visual Studio Code est 100% gratuit, open source et présent sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que Visual Studio Code peut s'installer sur Linux, sur Mac et sur PC évidemment. Et tout est gratuit et open source. Donc, cette annonce-là de dire maintenant c'est une plateforme avec... Donc, plateforme veut dire plus juste un framework, mais l'outillage, tout ce que ça prend pour vraiment... Et d'un côté, puis de l'autre côté, dire, on pourrait rouler ça ailleurs que dans un navigateur web. On peut penser aussi, on a parlé d'IoT, mais on pourrait penser aussi que tout à l'heure, des gens pourraient littéralement faire des conteneurs natifs, mettons, sur iOS ou sur Android pour héberger une application. Donc, plutôt que d'héberger comme on fait avec Cordova aujourd'hui dans un WebView, on pourrait littéralement avoir un conteneur qui offre les mêmes fonctionnalités que s'attend à avoir Angular. Et pour Angular, lui, c'est un document object model. Il ne sait pas qu'il n'est pas dans un navigateur. Oui, ça c'est un point intéressant. Donc on parlait de l'aspect mobile qui devient omniprésent. Et alors effectivement, un des points d'entrée là par rapport à l'équipe Angular de se détacher du DOM, c'est que ça va leur permettre d'aller dans les mobiles. Et pourquoi? Et ils ont laissé d'ailleurs la place aux partenaires. Les options qu'on a quand on veut faire du mobile, il y en a beaucoup. Et t'as parlé de l'approche avec Cordova, on va parler de PhoneGap, où eux, c'est ce qu'on appelle l'hybride. Donc c'est finalement une application native qui n'est juste qu'un WebView, comme un navigateur, où on a finalement une application web, mais qui roule dans une coquille native, avec quand même des accès à l'API native, l'accéléromètre, le GPS, mais ça reste quelque chose de JavaScript, mais qui est pas vraiment 100% native. Donc c'est comme un WebView. C'est une approche qui est complètement valable et qui se fait déjà maintenant avec PhoneGap. Puis je pense qu'il y a des compagnies même qui viennent à comme bonifier l'offre. Là, je pense à Ionic. Ionic. Donc voilà, Ionic, c'est l'aspect qui s'appuie sur PhoneGap Cordova, donc l'approche hybride pour Angular, l'application Angular hybride. Et là, de ce côté-là, on a la compagnie Telerik, qui est probablement connue des auditeurs, en tout cas, qui sont une compagnie très connue et très réputée pour normalement la suite de logiciels et de composantes pour .NET traditionnellement, mais ils sont allés dans d'autres domaines aussi. Telerik, c'est toujours un partenaire, mais ils regardent toujours ce que font Microsoft ou ce que font les compagnies, puis ils bâtissent des choses par-dessus. Et alors là, ils ont collaboré de façon étroite depuis 1 an avec l'équipe d'Angular, en regardant qu'Angular 2 maintenant était découplé du DOM, et eux ils sont arrivés en disant, on va prendre cette application-là, et nous on va la rendre native pour du mobile, donc pour une application native Android, iOS. Navigateur que ça va rouler, ça serait recompilé en natif. Si les auditeurs sont familiers avec Xamarin, c'est la même approche. Moi, je fais le parallèle avec, c'est le Xamarin pour le web. Xamarin, c'est la compagnie donc qui a été rachetée par Microsoft il y a quelque temps, qui eux prennent notre code .NET dans Visual Studio et qui le compilent nativement du Android. J'imagine que ça te prend du TypeScript à ce moment-là.
Parce que moi, je pense qu'ils doivent partir de TypeScript pour pouvoir utiliser les Roslyn puis tous ces engins-là. Je te dirais, je suis pas sûr si ça va. On sait sûr que ça va être le plus populaire, c'est TypeScript. Je suis pas sûr que c'est uniquement lié à. C'est vraiment. C'est lié sur l'API Angular 2, donc il peut quand même se coder en JavaScript, même si je pense peu de monde va vouloir le faire. C'est le Xamarin du web. Donc on fait du HTML, JavaScript Angular 2 et NativeScript. Produit fait par Telerik et open source au passage, prend cette application-là et plutôt que d'envoyer ça dans un DOM pour du navigateur, va en faire l'application native Android et iOS. Donc pas mal intéressant. J'imagine un jour même vers Windows 10 aussi. Oui, ils travaillent là-dessus effectivement sur Windows 10. Donc, ils vont offrir l'équivalent de Xamarin. Xamarin, c'est, tu décides d'être dans un monde C#, dans un monde, tu fais du développement très .NET, tandis qu'eux autres, c'est tu fais du développement web avec Angular, et on va te donner l'expérience native. Si on veut simplifier pour les auditeurs, moi, je pense que le choix va se faire en fonction de nos compétences techniques et de notre monde. Est-ce qu'on est du monde qui font du C# dans du Visual Studio? C'est sûr que Xamarin, d'autant plus que maintenant c'est gratuit, quand on a une licence Visual Studio, nous permet d'aller vers le mobile sans trop d'efforts. Et je pense que si on est plutôt des gens qui font du HTML, du JavaScript, du web, ben cette option-là, également gratuite, NativeScript, va nous permettre de faire l'équivalent. Pour moi, ça va être plus le choix de c'est quoi mes gens techniques, c'est quoi qu'ils connaissent. Parce qu'on veut pas forcément aller de .NET vers JavaScript ou inversement quand c'est pas nos compétences. C'est intéressant de penser que c'est Telerik qui fait ça parce que là, le type de développeur à qui il s'adresse, c'est vraiment pas la communauté Microsoft. C'est les gens qui sont sur des Mac aujourd'hui, qui ont toujours fait juste du web. Développeurs web. Probablement rien à cirer des technologies Microsoft. De la même façon qu'ils n'ont rien à cirer des technologies Java, eux, ils sont... souvent même, ils viennent plus... si on fait un peu de web avant, c'était plus dans un monde peut-être PHP ou en tout cas... Mais Telerik a été acheté il y a quelques années par la grande compagnie il y a un an ou deux. Ouais. Donc, ça démontre peut-être un détachement. Là. Avant, ils étaient très collés là, sur le monde Microsoft. Là. Maintenant, ils sont clairement détachés. Ouais. Tout à fait. Ils supportent toujours leur suite de composants pour Microsoft, bien sûr. Mais... Donc, nous, on a des auditeurs qui sont principalement dans le monde Microsoft. C'est pour ça qu'on essaie d'expliquer ça. Donc, faire des parallèles à chaque fois. Une des choses que tu m'as dit avant qu'on fasse le podcast, Mario, Microsoft était presque omniprésent à cette conférence-là. Dans la mesure où est-ce que Google n'est pas là, mais Microsoft était un des sponsors. Oui, pour faire le parallèle, moi, mon background, au passage, c'est également un petit peu comme ton auditeur. Toi, c'est beaucoup .NET, Microsoft Visual Studio. Donc, toi, les conférenciers que tu connais, c'est ceux que tu as pu déjà voir dans le passé dans des conférences comme les conférences Microsoft. Alors, moi, j'arrivais dans une conférence dans un monde que je connais pas. Web développeur web et JavaScript. Et finalement, j'ai eu la surprise de voir qu'il y a tout un tas de gens dans la communauté qui ont le même background que moi ou tes auditeurs, qui sont des gens qui viennent de .NET, du Visual Studio ou du Microsoft, et qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui se fait côté Angular. Je citais des gens peut-être connus des auditeurs, là, mais John Papa, Dan Wallin, Ward Bell, plein de gens qui étaient très présents dans le monde Microsoft.NET. Ils sont bien connus comme des formateurs sur Pluralsight, entre autres. Oui, et alors ces gens-là que je viens de citer sont des rockstars, des superstars dans la conférence Angular. Ce sont vraiment, les gens se prennent en selfie avec eux, ils leur demandent des autographes. Wow. John Papa, c'est la superstar Angular. Et quand on voit, c'est une personne qui était un MVP, qui était un employé Microsoft, qui était un évangéliste Telerik, qui a été MVP, qui est un Regional Director, et c'est une rockstar. C'est lui qui a fait la première session technique après le keynote, extrêmement populaire, tout comme son collègue Dan Wallin, qui est également un Regional Director collé à Microsoft, et ce sont des rockstars dans le monde Angular. Moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Tu sais, par exemple, un pattern MVVM. Donc, quand tu as vu beaucoup de choses de Microsoft, tu regardes Angular, à la base, tu reconnais que c'est bien fait, mais on n'a pas l'impression que c'est de la magie. On fait juste dire, ben oui, c'est quelque chose que ça aurait dû exister dans le web depuis très longtemps. Mais beaucoup de gens qui arrivent du monde web, je veux rien leur enlever, là, mais pour eux autres, c'était comme, waouh, c'est magique, je fais juste déclarer, puis là, mes champs se mettent à jour automatiquement, puis nous, on fait, on fait ça en WPF depuis 10 ans, là. Ouais, on n'est pas en JavaScript, là. Non, pas en JavaScript, mais, tu sais, puis quand ils retournent dans Visual Studio Code, puis ils voient l'intelligence, ils sont tous comme, waouh, c'est fantastique. Nous autres, on fait comme, de l'intelligence, on a plus ça depuis 10 ans dans le monde. Ouais. Mais c'est très intéressant, effectivement, si on prend un développeur qui a toujours fait du web JavaScript, si on prend notre développeur qui a toujours fait du .NET Visual Studio, il y en a un qui va dire,
waouh, c'est super génial, un framework JavaScript, puis l'autre qui va dire ouais, effectivement, je fais déjà ça depuis longtemps avec .NET, Visual Studio, ou WPF côté desktop, côté serveur. Pour moi, c'est naturel, ça vient m'aider. En fait, je voulais pas connaître ce qu'il y avait avant parce que ça aurait été ça aurait été la régression. Donc là, ça met à la portée de ce monde-là qui vient de .NET, je pense, le web. Et les gens qui étaient dans le web, eux, ils trouvent ça fantastique. C'est comme quelque chose. C'est super intéressant ce que tu dis parce que en tant que développeur .NET, il y a bien des gens qui vont se dire ouais, ça va être trop compliqué à apprendre, tout ça. Mais finalement, c'est les mêmes principes là, comme tu dis là, qu'on voit. Donc, si tu es familier avec ces principes-là, tu vas te sentir à l'aise beaucoup plus rapidement là, avec ce framework-là. Oui, ça vient mettre à l'aise là les gens qui étaient peut-être plus récalcitrants à faire du JavaScript. Maintenant qu'on voit qu'on a un framework et qu'on peut le coder en TypeScript, ça le met à la portée, je dirais, d'un développeur .NET classique. Il va être capable maintenant c'est même, je dirais, un avantage. Si dans ta vie, tout ce que tu as fait, c'est du front, mettons. Puis là, tu dis, ouais, là, j'étais un peu désuet, mais décider de s'en aller dans TypeScript, mais TypeScript, ça ressemble beaucoup à C#. Hein? On n'est pas dépaysé du tout. Angular, on tombe vraiment dans un modèle très à la MVVM. Donc, on n'est vraiment pas dépaysé. Et c'est peut-être même un avantage le fait que tu n'as pas connu le JavaScript version 3. En tout cas, toutes ces affaires un peu tout croche qu'il y avait là-dedans. Parce qu'on sait, il y a des bonnes choses dans le JavaScript et il y avait beaucoup de choses pas bonnes. Puis peut-être en terminant, est-ce que juste moi un dernier point peut-être, on sait que les gens de Angular veulent s'assurer que c'est, on dit en anglais backward compatible, donc c'est compatible à la version précédente, donc 1.5. C'est ton code Angular, tu pourrais l'amener tel quel, et le faire rouler dans un framework 2.0 si je me trompe. Alors le point, c'est sûr, de la migration se pose là, pour tous les gens qui utilisent Angular 1 maintenant et qui vont vouloir aller vers cette nouvelle version, puisqu'on a parlé qu'il y avait un changement radical dans l'API. C'est sûr qu'on va pas pouvoir migrer comme ça du jour au lendemain et avoir notre application 1 qui roule directement dans 2. Pas tout à fait, mais ils mettent en place un module actuellement qui s'appelle NG Upgrade pour son petit nom, mais qui va nous permettre, en fait, un point assez intéressant qui va nous permettre de migrer morceau par morceau, tranquillement, pas vite, comme l'approche que t'aimes bien là, d'y aller diviser pour mieux régner. Et donc on a une grosse application massive Angular 1. On va pouvoir temporairement, le temporaire peut durer 1 mois, 6 mois ou 1 an, temporairement avoir le framework Angular 2 et 1 qui cohabitent en parallèle et migrer morceau par morceau, contrôleur par contrôleur, etc., de Angular 1 vers Angular 2. Tout ça va collaborer. La détection de changements dans le binding cohabite, les contrôleurs cohabitent. Et on migre tranquillement pas vite, morceau par morceau, concrètement d'un contrôleur Angular 1 vers ce qui s'appelle maintenant un composant dans Angular 2. Et quand on a fini ce travail-là qu'on a pu faire dans le temps qu'on a besoin, encore une fois, ça peut être 6 mois ou 1 an, quand on a fini qu'il reste plus rien dans Angular 1, on supprime Angular 1 et on est dans une application Angular 2. Puis le point que je l'ai amené, puis je pense que c'est important pour les auditeurs qui décideraient qui veulent embarquer là-dedans, assurez-vous de vraiment vous former vers le 2. Parce que, justement, ça s'appelle un composant, donc ce qui était équivalent à un contrôleur, il appelle ça un component maintenant. Donc, pour prendre parce que ça pourrait être épeurant de dire, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais il y a beaucoup de choses qui sont des vieilles affaires de 1.5 qu'il faut pas apprendre. Il faut apprendre juste des nouvelles choses. Puis à ce moment-là, l'étendue de ce qu'il y a à apprendre n'est pas si vaste que ça. Parce que c'est un des avantages de commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même dans une période de transition et je rencontre beaucoup de gens qui ont des applications Angular 1 et qui se posent la question, qu'est-ce que je fais avec 2? Est-ce que je l'adopte ou pas? Et moi, je leur dis, même si Angular 2 était à sortir pour demain, on n'est pas obligé d'utiliser non plus. L'équipe Angular a annoncé qu'ils allaient supporter Angular 1 pendant encore quelques années. En fait, d'ailleurs, un des points tout simplement, ils monitorent les statistiques du site officiel parce qu'Angular 1 est hébergé dans un site qui s'appelle angularjs.org. Et ils ont fait un autre site qui est angular.io pour Angular 2. C'est le nouveau nom, maintenant c'est Angular seul. Oui, ça c'est une note que j'ai oublié de mentionner, mais c'est intéressant quand même, c'est que ce framework s'appelait AngularJS et il s'appelle maintenant Angular. Et je trouve que d'avoir enlevé JS, je trouve que là aussi, il s'enlève un petit peu, il s'abstrait des frameworks JavaScript qui s'appellent tous quelque chose JS. Et eux, ils sont Angular, qui est un framework. On n'a plus la mention de JavaScript, ils s'enlèvent du DOM et on fait du TypeScript. En tout cas, il y a une tentative de devenir un peu comme une solution universelle. Si tu veux faire des applications qui sont form-based, qui servent à saisir des données et tout, des applications d'entreprise, puis il y a un gros marché pour ça.
eux arrivent avec une plateforme, plus juste un framework. Ils veulent se distinguer des autres frameworks aussi, parce qu'il y a une énorme guerre des frameworks, là, puis à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui gagne, et eux, le move un peu smart, je trouve, c'est carrément, ils se présentent même plus comme un framework, donc une plateforme, puis ils enlèvent le mot JavaScript, ils se détachent du DOM, tranquillement pas vite, donc, ils amènent toutes ces choses-là. Oui, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose que tu m'as parlé, puis que j'aimerais ça que tu m'expliques. Le fameux Universal. Donc, c'est quoi qui a annoncé relié avec... Ouais, en fait, donc j'en ai parlé avant que le podcast démarre, donc en fait, on n'en a pas parlé concrètement encore, mais effectivement, c'était un des points dans les annonces, qui s'appelle le Angular Universal. Si on est familier avec Microsoft, on connaît la plateforme Universal chez Microsoft. Universal Windows Platform, voilà, WP. C'est la tentative de Microsoft là, d'être présent dans un maximum de devices. Le Angular Universal, côté Angular, c'est d'avoir maintenant une composante serveur, qui est assez nouveau parce que, comme j'ai présenté tantôt, Angular, c'est vraiment du JavaScript. C'était un framework JavaScript qu'on code en JavaScript, qu'on les génère avec du TypeScript, mais en bout de ligne, c'est du JavaScript côté client. Et là, on a quelque chose qui est sur le serveur. Donc, Angular Universal, c'est quelque chose qui s'installe sur le serveur. Là, ils supportent différentes solutions. Ils ont présenté .NET, ASP.NET. Là encore un lien avec Microsoft, mais ils ont présenté que ça pouvait se faire avec Java ou autre chose. Donc cette composante côté serveur va être là pour pré-générer un maximum de choses qui vont ensuite rouler directement dans le navigateur client. Et je parle souvent la phase de démarrage de l'application est une phase un petit peu laborieuse parce qu'on a 1 million de choses à charger dans la page. C'est pas rare que pour avoir notre application fonctionnelle, on est ramassé depuis le serveur et donc dans le navigateur client une page HTML, une panoplie de CSS, des images et plein de scripts JavaScript. Quand on parle de plein, là, on peut en avoir une vingtaine, une cinquantaine. On a des stratégies là pour merger tout ça, mais ça reste qu'il y a beaucoup de paquets de choses qui sont à télécharger. Puis une fois que c'est là, il faut le loader, l'interpréter et faire l'autre binding, etc. Tout ce process-là, ils viennent l'accélérer un maximum parce que ça se passe côté serveur. Ils nous envoient une première page HTML qui a déjà toutes les informations, toute notre grille, etc. Puis plus tard, ils renvoient un petit peu de JavaScript, mais il y a un aspect performance qui est amené avec cette génération côté serveur et également un des points qui était une grosse critique des applications framework JavaScript, c'était ce qu'on appelle le SEO, le contenu qui doit être présent dans une page pour notamment Google qui puisse voir du contenu indexable. Et quand on est dans un framework JavaScript, il y a quasiment rien dans la page puisque tout est derrière des contrôleurs. Donc Google est pas très bon pour parser tout ça. Et alors, Angular Universal nous renvoie juste une première page HTML avec tout notre contenu qui est vraiment là en du HTML. Et donc, il permet de résoudre un petit peu ce problème-là aussi de présence dans les moteurs de recherche. Fait que le rendering se fait du côté serveur. Un premier rendering. C'est sûr qu'après, il va se passer d'autres choses parce qu'on va naviguer, etc. Mais on a déjà les premiers templates qui sont déjà préloadés puis précompilés côté serveur. C'est assez difficile à comprendre au début parce qu'on se dit, ouais, mais il y a du JavaScript, donc là aussi, c'est assez nouveau, donc on va voir des choses apparaître par rapport à ça, c'est pas encore tout à fait prêt. À surveiller. Mais on voit qu'ils travaillent aussi sur d'autres aspects que juste un framework JavaScript. Là, on a maintenant une composante serveur optionnelle, mais qu'on peut aller chercher pour améliorer les performances et l'aspect SEO. C'est quand même intéressant de voir le rapprochement entre Microsoft et Google. Ah oui. Deux ennemis. On n'a pas cru ça il y a une dizaine d'années. Une vraie collaboration. Hein, ils sont ennemis dans certains aspects, là, les moteurs de recherche, autant sur certains aspects. Il y a vraiment des ingénieurs de chez Microsoft là, qui vont travailler. Il faut dire que Microsoft Google. est plus dans la business pour ce qui est de la recherche, pour l'advertising, c'est plus une source de revenus chez Microsoft. Ben, ils ont pas de framework web, là, finalement. Ils sont pas présents dans les frameworks web. Donc, voit que le framework web pour Microsoft, on voit plein de contenu dans les documentations et tout, mais ils sont maintenant ASP.NET Server, puis Angular 2 côté client. C'est vrai qu'il y avait une conférence Microsoft technique à New York, là, il y a quelques mois, où sur le stage, il y avait des ingénieurs Google. C'était assez frappant de voir ça au début. Et puis là, donc, à la conférence NGConf, j'ai croisé beaucoup de monde Microsoft, y compris des gens qui étaient également présentateurs. On a fait un podcast il y a 3-4 ans avec le programme manager chez Microsoft du langage C++. Puis dans le podcast, il me disait son plus gros client, il s'appelle Google. Donc c'est pas nouveau que Microsoft travaille étroitement avec Google parce que, entre autres, pour ce qui est de la compilation, c'est là depuis toujours. Écoute, Laurent, on va te remercier.
Merci à vous. Super intéressant. Ouais. T'as surveillé encore parce que ça évolue très vite tout ça, donc il faut se tenir à jour. On va mettre les liens les plus importants nous sur la page. Voilà, il y a quelques ressources là en bas de la page, notamment un peu comme la conférence Build de Microsoft là, et c'est intéressant que la NGConf, tous les contenus des sessions sont sur leur chaîne YouTube, donc disponibles là en streaming. Bon, ben là-dessus, ben on va vous quitter, on va vous souhaiter bonne programmation et on vous revoit au mois de juin. Au revoir. Merci, Bye bye. au revoir.